Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me lance dans un exercice un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je voulais réagir à une vidéo que j'ai écoutée. Donc il s'agit d'une vidéo de Stéphane Edouard, qui est un sociologue, psychologue, un sociopsychologue. Elle est difficile à ranger dans une catégorie particulière, mais depuis quelque temps, je me suis pas mal intéressé à ce qu'il fait, à son travail. J'ai écouté beaucoup de ses vidéos sur YouTube, car il propose beaucoup de contenu gratuit de qualité, et je m'y suis intéressé. Et donc, lors de mon visionnage de ces vidéos, je suis tombé sur celle sur le pervers narcissique. Alors, comme c'est un terme que je trouve un peu à la mode et mis à toutes les sauces, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que dit Stéphane Edouard du pervers narcissique? Est-ce qu'on va pouvoir un peu démêler le vrai du faux de ce truc-là? Parce qu'on entend vraiment ce terme-là un peu à tort et à travers, et quelle réalité recouvre-t-il si jamais il en recouvre réellement une? Et là, quelle ne fut pas ma surprise, en fait, d'avoir droit à tout un petit passage sur la boxe. Et j'ai trouvé son intervention très intéressante, et je me suis dit que j'allais y réagir parce qu'en fait, il aborde quelques thèmes, notamment trois thèmes, qui sont des thèmes dont je voulais parler déjà moi-même dans mes vidéos. En tout cas, deux, c'est sûr, et un auquel j'avais jamais vraiment pensé, mais pourquoi pas. Donc on va tout d'abord écouter un petit extrait de ce que disait Stéphane Edouard lors de ce podcast, et puis je réagirai par la suite. Il faut choisir les sports de combat par rapport aux affinités qu'on a avec son prof. Voilà. Et Ah. c'est mon avis, et pas par rapport à la discipline. Et il Mhm. se trouve que logistiquement, par rapport à où je me trouve et par rapport à l'affinité que j'ai avec les différents profs, et par rapport aux horaires où je suis disponible, c'est de la boxe taille. Mais c'est pas un choix, C'est pas ça un n'est pas choix en un fonction choix du sport, c'était en de... fonction du coach. Oui, c'est plutôt un choix de personne. Oui. Alors, première réaction à cette idée qu'on ne choisit pas une discipline, mais on choisit un prof. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et ben, je dois dire que je suis assez d'accord avec cette idée, parce que en ce qui me concerne, j'ai commencé par vouloir faire différentes disciplines, et finalement, les disciplines où ça s'est le mieux passé, c'est celles que j'avais le moins choisies, mais pour lesquelles l'enseignant, l'instructeur, l'entraîneur était la personne avec qui j'avais eu le plus, je dirais pas forcément d'affinité, mais en tout cas c'était la personne qui m'avait semblé, on va dire, la plus compétente et qui m'avait semblé la plus à même de m'apporter ce que je recherchais. Parce que ma conviction profonde, c'est que l'entraînement doit être toujours une source de plaisir. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'effectivement, des fois on se fait mal et il y a de la douleur, il y a de l'effort, etc. Mais en fait, c'est aussi du plaisir. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça, c'est un peu la psychologie du boxeur ou peut-être de l'homme. Mais dans la difficulté, dans l'épreuve, il y a aussi une forme de plaisir. Et pendant qu'on l'a fait, et ensuite après, il y a le côté un peu récompense, endorphine aussi, etc., qui fait que l'effort dur est pour moi source de plus de plaisir que finalement un effort mitigé ou d'intensité moyenne. Donc pour moi, le bon prof, c'est justement celui qui va vous amener à prendre du plaisir dans la difficulté. C'est celui qui en fait va vous introduire à l'entraînement vraiment dur et vous montrer comment l'entraînement dur est également une source à la fois de plaisir et de fierté. Parce que quand j'ai fait des disciplines parce que je voulais faire la discipline, et bah finalement je me suis retrouvé dans des trucs comme du kung-fu ou de la capoeira. Alors même si la capoeira, bon c'est un peu un chapitre à part, mais en tout cas on va dire du wushu, des choses comme ça, où j'étais très content de faire des choses très belles qui ressemblaient à des chorégraphies de films de Jackie Chan, mais en termes d'efficacité martiale, c'était complètement nul. Et donc en fait la seule chose que ça a créé chez moi, c'est ce que j'appelle l'illusion martiale, c'est-à-dire en fait l'impression d'avoir acquis des compétences pugilistiques et en réalité non, aucune.
Donc c'est complètement dangereux, quoi. Donc ça flatte l'ego, on a l'impression qu'on apprend à se battre, mais en fait tout ça c'est complètement bidon. Et en plus c'est pas des entraînements qui sont vraiment très difficiles sur le plan physique. Donc pour moi ça c'est clairement un chemin... euh, comment dire? Il n'y a pas de mauvais chemin, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Il faut simplement avoir conscience de qu'est-ce qu'on pratique. Voilà, donc c'est-à-dire que vous faites du wushu, il faut bien être conscient que vous faites de la danse et vous n'êtes pas en train d'apprendre à vous battre. Donc comme je l'ai souvent dit, le chemin des sports de combat, c'est un chemin de découverte de soi. Donc pour moi, le bon professeur, il a aussi un rôle de guide, c'est-à-dire que c'est celui qui va vous apporter un peu sur un plateau ses découvertes. Il va vous permettre d'y accéder. De vous-même, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez réagir lorsque vous allez recevoir des coups, à quel moment vous allez vouloir les rendre, combien vous pouvez accepter avant de vous énerver. Enfin, il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont émerger lors de votre pratique. Et donc le professeur, il est là pour encadrer tout ça de façon à ce que ça se passe bien, mais également vous proposer l'accès à ces choses-là. Bien, continuons. Je D'accord. préférais faire de l'anglaise, mais le prof d'anglaise euh, aux horaires dispo... Enfin, le prof d'anglaise de mon niveau Pas est terrible. vraiment c'est vraiment le pire déchet que forment les sports de combat, puisque toute discipline, mais non, mais toute discipline a des bons et des mauvais profs, et toute discipline est enseignée par des gens qui, globalement, souvent n'y ont pas beaucoup réussi. Bah, la sociologie de l'enseignement hors éducation nationale, c'est quand Mhm. même que si tu es prof de théâtre, c'est que tu n'as pas réussi à être le comédien que tu aurais souhaité être. Alors, il y a des exceptions, bien entendu. Ouais, Enfin, ben, dans le l'immense cas d'un prof majorité de des boxe, au bout profs d'un moment, t'es obligé d'arrêter parce que t'es trop vieux. l'immense majorité des profs du cours Florent, du cours Simon, etc., sont Mm. des gens qui t'apprennent un métier, un métier qui s'est toujours refusé à eux et qui leur a toujours fermé les portes. Ce sont des gens qui, dans le meilleur des cas, ont trois figurations dans des téléfilms. Mhm, Et c'est mhm, un petit peu la même chose avec les sports de combat. C'est-à-dire mhm. qu'il y a énormément de profs de sports de combat qui sont des seigneurs de papier, Voilà. qui se sont effectivement, qui ont survécu quelques années dans ce sport avec un nombre, un quotient ratio défaite assez défavorable, donc ils n'ont pas généré de sponsors, donc à un moment ils ont dû arrêter. Et du Mhm. coup, ils impressionnent, ils impressionnent, c'est vrai, et ils veulent terroriser un petit peu leurs élèves, puisqu'ils sont Mhm. meilleurs qu'eux. Ouais. Tu vois, le parallèle, alors là, je ne pense que tu ne l'avais pas anticipé, et moi non plus, Ah ben c'est non. exactement la même dynamique et la même logique Ouais. que le pervers narcissique. Mhm, mhm. C'est-à-dire que le prof de boxe frustré et désagréable est quelqu'un qui jouit et qui te rappelle et qui souligne systématiquement sa supériorité physique et technique sur toi, Oui. mais qui, lorsqu'il s'est confronté des combattants entraînés sur plusieurs années, n'a pas réussi à faire carrière. Mhm, mhm. Mais par contre, il va systématiquement te rappeler, par à la fois les démonstrations qu'il va faire avec toi, ou bien en te mettant parfois en te faisant faire du sparring Avec des gens avec beaucoup plus des, forts. avec des gens beaucoup plus forts ou plus techniques ou plus rapides, il va te rappeler ton niveau réel. Et mon niveau réel n'est plus celui d'un débutant, et celui d'un niveau intermédiaire. Je me mettrai même pas en intermédiaire avancé, je me Mm. mettrai simplement en niveau intermédiaire. Et il va sans cesse te le rappeler. Il va Ouais. sans cesse te rappeler ton infériorité par rapport à un intermédiaire avancé ou par rapport Un confirmé. à un confirmé qu'on appelle ici un pré-agonistico ou un agonistico. Et tu vois, c'est vraiment le seigneur de papier qui Mm. jouit de la douleur que prend dans la gueule un niveau intermédiaire, qui jouit de sa supériorité technique ou de rapidité, ou etc. Alors qu'en réalité, dans son monde réel à lui, qui est le monde des vrais combattants, Il est au eh ben, bas de l'échelle. sa carrière a tourné court. Voilà. C'est la Mhm. même logique et la même dynamique que le pervers narcissique. Et ben voilà, comme quoi les digressions apportent à des concepts aussi. Alors, cette idée du prof frustré et désagréable, du seigneur de papier, donc qui serait ce professeur qui n'a jamais réussi finalement à atteindre le bout de son rêve et qui rejette sa frustration sur ses élèves
en mettant un point d'honneur à leur montrer que c'est lui le chef, qu'il est meilleur qu'eux et qu'il a un meilleur niveau que eux. Mais qui, lorsqu'il s'est mesuré à des adversaires réels, entraînés, n'a connu que la défaite, ou quasiment que la défaite. Alors là, je dois dire, je n'ai jamais rencontré ce type de personnage. Alors peut-être est-ce dû au fait que j'ai eu du flair, ou j'ai fait confiance à mon intuition, mais c'est vrai que les seules fois très rares où je me souviens d'avoir eu à avoir affaire à des gens, on va dire que je ne sentais pas, je me suis pas inscrit à leur club. Je me souviens au tout début que je m'étais lancé dans les sports de combat et que je cherchais un club, j'étais tombé sur un cours d'essai d'un club de kick, quelque chose comme ça, et il y avait un des profs, à un moment donné, il avait voulu illustrer que tu pouvais tout à fait toucher quelqu'un avec un front kick dans l'estomac, sans donner d'intention, et donc il me regardait bien droit dans les yeux, et bah, il m'a balancé un coup de pied dans le bide que j'ai pas du tout vu arriver, et effectivement, je l'ai pas... J'ai trouvé que c'était une pédagogie un peu particulière, ouais. Mais je me suis pas inscrit dans ce cours. Ça m'est arrivé de me prendre des roustes par on va dire des encadrants, pas le prof en général, plutôt des suppléants du prof ou des gens qui étaient avec un niveau supérieur. Mais en général, je l'ai plutôt vu comme une volonté un peu de nous endurcir et de nous montrer ce que c'était un peu l'adversité, et pas vraiment une volonté de faire mal ou d'affirmer sa propre supériorité. Sinon, ça me rappelle une blague que j'avais entendue quand j'étais prof en Angleterre, qui disait Those who can't do teach, and those who can't teach, teach PE. Donc c'est pas très sympa pour les profs de sport, mais ça veut dire ceux qui ne savent pas faire enseignent, et ceux qui ne savent pas enseigner enseignent le sport. Donc effectivement, c'est cette idée que celui qui n'a pas réussi dans un domaine se contente d'enseigner, et que voilà, c'est un aveu d'échec. Alors personnellement, je ne dis pas que ce type de personnage n'existe pas, simplement j'en ai pas rencontré. Au contraire, moi j'ai rencontré quasi exclusivement des entraîneurs, des profs, des instructeurs qui avaient vraiment l'amour de leur discipline et qui étaient fiers de le transmettre, et qui étaient également donc dans l'amour de la transmission. Comme disait un de mes premiers instructeurs, tout ce qui ne... Je crois, hein, c'était tout ce qui se transmet fleurit et tout ce qui se conserve pourrit. C'était quelque chose un peu comme ça. Il faut comprendre aussi que quand on est instructeur dans un club, et je parle en associatif, alors peut-être que dans des structures privées de plus haut niveau c'est différent, mais en général la vaste majorité des entraîneurs que vous allez rencontrer en France, ce sont des gens qui travaillent dans le milieu associatif et donc qui ne gagnent pas d'argent. Donc s'ils ne sont pas portés par la passion et l'amour de leur discipline, j'ai du mal à croire que en fait cette espèce de comportement de pervers narcissique qui fait qu'on va affirmer sa supériorité sur les autres puisse sur le long terme faire de vous un prof efficace. Ça, j'ai du mal à croire à ce truc-là. Après qu'un prof demande à quelqu'un d'arrogant de se calmer, et des fois le met avec quelqu'un en sparring pour qu'il le fasse un petit peu redescendre de son piédestal, ça peut arriver. Voire qu'il le fasse lui-même. Bref, donc prenez toujours un peu de temps pour essayer de bien sentir le prof et de voir dans quelle disposition d'esprit il est, c'est quoi sa philosophie, parce que il y a des clubs dans lesquels on va vouloir absolument produire des combattants de haut niveau, ou à minima des compétiteurs, et puis il y a des clubs dans lesquels vous allez avoir une ambiance beaucoup plus familiale, avec des gens peut-être moins jeunes, qui viennent là plus pour le plaisir, pour le loisir, etc. Donc c'est hyper important de sonder l'atmosphère dans la salle, et puis de voir un petit peu quelle est la philosophie. En général, ce qui est bien, c'est d'avoir un club où il y a un peu des deux, quoi. Comme ça, vous pouvez soit, si vous êtes plus jeune, vous orienter vers le côté compétition, et si vous avez un peu les dents plus longues, et puis si vous êtes moins intéressé par ça, c'est bien d'avoir aussi quand même des gens qui sont là, avec qui vous pouvez tourner, sans avoir peur que ça tourne au combat réel. Bien, continuons. À peu près 1 an que j'ai attaqué la boxe thaï. Et je change de prof. Le prof qui était actuellement au club s'en va. Et là, un certain Marc Santoni arrive au club et se prend d'affection pour moi. Dans le sens où moi, j'étais une tornade en cours. Je me battais systématiquement. Pour moi, l'ennemi était le plus grand, le plus fort, le plus costaud. Et quitte à me prendre des roustes cataclysmiques, c'était pas grave. Il fallait que j'aille au charbon, il fallait que je gagne, il fallait que je me batte, il fallait que j'évacue tout ça. Et Marc a tout de suite vu que c'était pas logique, une telle colère. Donc il m'a pris sous son aile et m'a forgé.
Il m'a forgé, il a commencé à m'inscrire à des compétitions, voyant en moi quelqu'un qui avait du potentiel. Et il a commencé à m'entraîner C'est d'ailleurs, je ne sais 2 pas si heures tu tous les l'as, je soirs. ne sais pas si tu l'as remarqué, Léo, puisque toi aussi, tu as fait comme tout le monde et tu es allé rendre visite à une salle de boxe. Ouais. C'est un petit peu c'est à la fois la magie et à la fois l'énorme handicap de ce sport. C'est que tu te retrouves, toi qui le fais pour des raisons de maintien en forme et pour des raisons de curiosité plus par rapport à une technique, tu te retrouves à faire du sparring avec des gens qui ont une rage terrible à expulser. Oui, on n'est pas sur les mêmes niveaux de colère. Exactement. Et en fait, quand tu n'es pas dans la colère comme toi ou moi, par exemple, aucun de nous deux n'est dans la colère, ce qui ne veut pas dire que Qu'on ne peut pas qu'on s'énerver. fasse la même chose pour les mêmes raisons, mais je pense qu'aucun de nous deux n'a une frustration, une domination physique à évacuer. Et Hmm. donc, du coup, quand tu te retrouves en sparring avec quelqu'un qui n'est ni plus grand ni plus lourd que toi, mais qui, lui, a le même genre d'état émotionnel que le Sébastien du podcast, ben, c'est un peu dur à gérer. C'est ça. Parce que du coup, soit tu te mets au même niveau que lui et tu n'apprends rien et ça devient deux gamins de cours d'école qui se battent et en plus tu peux te faire très mal Oui. Et lui, il s'en parce fout que généralement de se faire très mal. Enfin, il est là voilà. pour ça. Soit tu essaies d'être technique, léger et rapide, mais tu vois bien que tu es avec quelqu'un qui s'en fout, que ça n'intéresse pas et qui a simplement besoin de taper un autre parce qu'il ne peut pas taper son père, ou ne peut pas taper son prof, ou ne peut pas taper sa mère, ou il peut pas taper sa femme, tu vois. Oui. Et donc il vient se défouler à la salle. Et du Bah, coup, ce que tu as envie d'apprendre par la technique, tu ne peux pas, tu es obligé de passer ton temps en garde et à esquiver un type qui a mhm. simplement envie de te mettre par terre parce qu'il ne peut pas mettre la vie par terre. Et oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et Dans chaque effectivement, salle, il y en a, tu vois, c'est toujours ceux qui ont le visage le plus abîmé, les pommettes gonflé. les plus gonflées. Donc là, Stéphane Edouard touche du doigt un sujet extrêmement important lorsqu'il s'agit d'entraînement en boxe, c'est la conduite à adopter lors du sparring. Donc dans mon club, personnellement, s'il y avait une personne telle que celle décrite dans le podcast, c'est-à-dire quelqu'un qui vient là vraiment pour gérer son agressivité sur les autres, il se prendrait un avertissement, deux avertissements et il serait éjecté de la salle avec son sac, on lui dirait au revoir. Notre entraîneur est très clair là-dessus, il est intraitable. Depuis que j'y suis, j'ai jamais vu personne faire ça et ça ne s'est jamais produit parce que justement, il le répète au début de chaque séance et il le répète à la fin de chaque séance. Donc le cadre, il est très clair. Donc pour moi, déjà, quand il y a quelqu'un comme ça qui vient avec la volonté vraiment de faire mal, de frapper les autres, c'est pas possible. On peut pas travailler comme ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'on confond le sparring avec le combat. Et c'est pas exactement la même chose. Alors bien sûr, le sparring, c'est ce qui se rapproche le plus du combat dans l'entraînement, mais le but, ce n'est pas de vaincre votre adversaire, c'est de peaufiner vos techniques, d'améliorer votre boxe. D'ailleurs, on parle de sparring partner, d'accord? On ne dit pas adversaire, on parle de partenaire. Donc l'idée c'est de progresser et de faire progresser également votre partenaire, parce qu'en fait plus vous allez avoir un adversaire qui vous donne du fil à retordre, plus ça va vous faire progresser, et ainsi de suite. Il faut bien sûr garder à l'esprit que le plus gros problème, le plus grand danger qu'il y a lors des sparring, et même lors des entraînements en général, c'est la blessure. La blessure, c'est ce qu'on veut éviter absolument, parce qu'à partir du moment où vous êtes blessé, et ben ça y est, c'est des jours et des jours, voire des semaines, voire des mois d'entraînement qui sautent. Ceci dit, on n'est jamais à l'abri du sparring qui escalade, qui part un peu en cacahuète et où ça commence à s'avoiner un peu trop fort. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? D'où ça vient ce phénomène? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, sans aller jusque dans les extrêmes d'une personne qui a vécu comme le Sébastien du podcast, un père pervers narcissique qui en a fait voir des vertes et des pas mûres, qui le boxait, etc. Enfin, qui a fait que ce gars-là a développé vraiment un ressentiment, une haine envers son père extrêmement forte et qui voulait l'évacuer lors des sessions de boxe. On a tous en nous quand même aussi, je dirais, un principe de violence, d'agressivité plus ou moins latent, plus ou moins endormi. Et le sparring, eh bien, ça peut très facilement réveiller ces émotions-là et les mettre en mouvement et faire émerger des choses en fait dont on n'était pas forcément conscient.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est submergé par ses émotions et là, on perd de vue l'intensité du sparring qu'on avait plus ou moins, sur laquelle on s'était plus ou moins accordé, et c'est là que les choses dérapent. Donc j'en profite ici pour donner trois petits principes qu'on peut utiliser afin que justement les sparring se passent au mieux. Il y a un premier exercice que je fais toujours faire aux débutants et ça s'appelle, je sais pas, la statue, on va dire. L'idée en fait, c'est que vous restez complètement immobile et votre partenaire, lui, va vous mettre des coups qu'il doit contrôler totalement. C'est-à-dire en fait, il peut vous toucher, mais il ne peut pas vous faire mal. D'accord? Donc vous devez rester complètement statique et le regarder faire, et vous devez avoir totalement confiance en lui. Parce que pour qu'un sparring se passe bien, vous devez vraiment avoir confiance dans votre partenaire. Le deuxième exercice que j'aime bien faire aussi aux débutants, c'est du sparring en mode Matrix. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis, vous devez bouger doucement, comme si vous étiez au ralenti. Et en général, ce qui se passe, c'est que très très rapidement, on accélère le mouvement. Donc ça apprend aussi à maîtriser sa gestuelle. Et puis aussi à être capable de commencer à travailler ses réflexes, mais sans avoir une trop grosse charge cognitive due à un overload d'informations. Et puis le dernier conseil, ça serait de faire ce que j'appelle la pyramide, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez ajuster l'intensité des coups en vous mettant chacun votre tour avec votre partenaire, vous mettez deux, trois coups de poing, trois coups de pied, et à chaque fois vous dites est-ce que ça va, est-ce que ça convient, bah non j'aimerais un peu plus d'intensité, un peu moins d'intensité. Vous voyez, c'est comme quand vous jouez à Street Fighter, vous pouvez régler le nombre d'étoiles de difficulté, bah, quand vous avez un partenaire en qui vous avez confiance, bah, c'est pareil, vous pouvez ajuster le nombre d'étoiles, c'est un peu la même chose. Et ça c'est hyper agréable quoi, quand vous avez quelqu'un, oui t'écoutes là c'est trop fort, j'arrive pas à exprimer ma boxe, je me sens frustré, ou alors bah non là c'est pas assez fort, j'ai l'impression d'être en vacances quoi. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Et le troisième point le plus important, c'est le dialogue. Parce qu'en fait, par exemple là, dans la pyramide, c'est hyper important de dire à votre partenaire, bah non, là je trouve que tu m'as tapé trop fort, ou ça n'a pas besoin d'être des longues phrases, peut dire juste doucement, en un mot ça suffit, ou un peu moins fort, voilà, ça suffit. Mais le truc c'est que si vous n'exprimez pas ça, votre partenaire va pas forcément être au courant, va pas forcément s'en rendre compte, et c'est là en fait d'un seul coup que ça peut partir en cacahuète, parce que vous avez pris un coup que vous avez estimé trop fort, vous l'avez jugé comme une trahison, donc le pacte est brisé, donc c'est la porte ouverte à également vous briser le pacte, et voilà, vous voyez, donc il faut toujours, enfin le dialogue c'est hyper important. Alors attention à ne pas non plus tomber dans le travers adverse qui est un peu l'excès de politesse, ça je le vois aussi souvent dès qu'on met un coup, oh excuse-moi, oh pardon, non mais le but c'est quand même de toucher quoi, donc allez pas vous excuser à chaque fois que vous avez réussi à porter un coup. Donc après, il y a aussi les sparring durs qui ont leur place dans l'entraînement. En général, les sparring durs sont réservés plutôt aux compétiteurs et un peu en amont d'un combat. Même s'il faut que ce soit bien dosé, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on veut absolument éviter la blessure. Donc c'est pas en fin de préparation qu'il faut se blesser. Mais disons que les sparring durs peuvent avoir leur place. Mais dans l'ensemble, on veut privilégier quand même un gros volume de sparring plus léger. Alors après, il y a des gens qui pensent que en fait, plus on est dans le dur, dans les énergies plus sombres, plus guerrières, mieux c'est. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que justement, le sparring, ça doit être l'émotion première, ça doit être la joie. Après, l'intensité vient dans un second temps. Mais je pense qu'on peut jamais perdre trop de vue la joie, quoi. C'est un petit peu comme vous savez, ces gens qui pensent qu'ils vont apprendre à faire du nunchaku plus rapidement en prenant tout de suite un nunchaku en fer ou en bois, au lieu de commencer par un mousse. Ça, c'est vraiment une théorie complètement débile. Vous avez qu'à essayer, vous allez voir. On commence pas avec un bois ou avec un nunchaku en fer. C'est pas parce que en fait, on a plus peur de se faire mal que le geste va être plus précis. Ce qui va rendre le geste plus précis, c'est la répétition. Et je dirais même qu'au contraire, la peur va faire qu'on va se crisper. Et en fait, quand on est dans la peur et dans la crispation, on peut pas avoir un geste correct et fluide. Et c'est la même chose dans le sparring. En fait, quand vous êtes dans un sparring trop dur et que votre adversaire vous allume trop fort, en fait, vous allez être aussi très crispé, vous allez avoir du mal à être fluide, à exprimer votre boxe. Et en fait, vous allez être hésitant et ça va dégrader votre boxe. En tout cas, moi, je sais que c'est ça qui se passe.
Même si en même temps, de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir un peu d'intensité parce que justement, ça fait ressurgir certaines énergies guerrières. Donc, bon, c'est pour ça que c'est pas évident et que il faut toujours boxer en sparring avec beaucoup de conscience dans ce qu'on fait, conscient des émotions qui émergent, de l'intensité qui augmente, de ce qu'on ressent. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois, on est surpris, une émotion émerge et d'un seul coup, bam, ça accélère, d'un seul coup, bam, ça tape un peu plus fort. Voilà, c'est naturel. Ce qui est important, c'est qu'en fait, tout de suite, il y ait du dialogue derrière, quoi, et que l'autre se sente pas agressé. Bien, continuons. Du lundi au dimanche. Très 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 poussé, très intense. Je rentrais de l'école, j'allais m'entraîner 2 heures et je rentrais faire mes devoirs après. Je m'étais confié à lui et je lui avais raconté toute mon histoire. Et en fait, lui s'est placé comme un espèce de mentor où il pensait que de me faire extérioriser toute cette colère, la faire évacuer et de finir par de la relaxation m'aiderait à évacuer tout ça par le biais du sport et petit à petit me calmer. Il pensait réussir à faire ça. Et sans le savoir, en fait, la seule chose que ça a fait, c'était me donner des armes pour aller plus loin. Euh, Là, il nous explique le raisonnement qu'avait son prof, d'extérioriser cette colère pour tenter de l'apaiser. Et Sébastien nous explique que tout l'opposé s'est produit en fait. Hein. Il en a été que plus en colère, que plus vif, que plus énergisé, je sais pas si ça se dit, énergique, et qu'en fait il est encore plus remonté qu'avant. Bah oui, c'est un peu des stratégies psychologiques de gens qui ne sont pas psychologues. Mhm. Enfin, si combattre, enfin, la colère, c'est un petit peu comme la confiance en soi. La confiance en soi ne s'accumule pas Comme dans une une pile. petite boîte, dans une petite jarre, ou dans une batterie que l'on pourrait charger comme une batterie de téléphone et utiliser à sa guise, sinon ça serait trop simple. Et la colère ne s'évacue pas comme l'eau d'un arrosoir, sinon, enfin, va demander à Mike Tyson si le fait d'avoir remporté 60 ou 70 combats lui a permis d'expulser sa colère. Il suffit de lire sa biographie pour voir que ce n'est pas le cas. Je combattais en catégorie poids lourd senior. Je faisais 75 kilos pour 1m69. Enfin voilà, j'étais Ah, il est pas très petit. grand, mais en Ouais, très petit. J'avais oublié cette petite. face de moi, par contre, j'avais des molosses de 100, des fois 130 kilos, d'1m80, qui avaient 10 ans de plus que moi, j'avais vraiment du poids lourd costaud, et moi, je finissais 10e d'Europe, où j'ai été 3 fois vice-champion de France. Mais malgré ça, j'arrivais quand même à me faire disqualifier pour violence. J'étais vraiment rentré dans un système où je m'entraînais et j'affûtais cette violence et cette colère. Bah, confirmation de ce qu'on a dit juste avant. Tout cela ne sert à rien dans le but de vider comme un arrosoir sa colère, puisque en fait c'est un puits sans fond et ça ne se vide jamais en fait. Hein. Oui, ben, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Tous les sports de contact frontal sont d'abord des sports de gens qui ont une violence à expulser. Enfin, c'est comme. Il Mhm. suffit de connaître trois mecs qui font du rugby pour voir que c'est quand même des gens qui ont besoin régulièrement de prendre des nions et de s'en mettre. Ça leur fait un certain bien. Donc là, on arrive sur quelque chose de extrêmement intéressant avec cette idée de colère et de gestion de colère et de colère qui peut être canalisée, etc. Alors, effectivement, dans le cadre des sports de combat et de la boxe, il y a souvent des gens qui amènent leurs enfants et j'ai souvent entendu des parents me dire, oui, voilà, il a un problème, c'est un enfant qui est qui a besoin de dépenser son énergie, ou limite qui peut être violent, agressif, qui a un enfant qui a beaucoup d'agressivité à décharger, etc. Et on pense que le sport de combat peut le canaliser, ou lui enseigner comment maîtriser cette agressivité. Et donc ma réponse à ces parents, c'était de justement un peu essayer de casser ce mythe et de leur faire comprendre que en fait ça fonctionne pas comme ça. Parce que en fait, la boxe, ça peut faire émerger beaucoup de choses. On est face à des émotions et des situations que la vie de tous les jours ne peut pas nous procurer, puisque dans la vie de tous les jours, vous n'êtes jamais amené à frapper des gens ou à recevoir des coups. Donc c'est en ce sens que c'est un outil de découverte de soi, mais ce n'est pas non plus magique.
Et d'ailleurs, d'une manière générale, les gens ne changent pas. Et même de prendre conscience des schémas, des mécanismes, même plus ou moins profonds qui nous animent, ne change pas l'emprise que ont ces mécanismes sur nous. Et donc pour moi, il y a une différence entre une personne qui est euh, submergée par sa colère et qui n'arrive pas à la maîtriser et qui va finalement faire de ce problème une force dans le cadre d'un match de boxe, puisque là en fait le déploiement de cette violence et de cette colère est autorisé et voire peut lui être utile. Et une personne, on va dire, normale, qui a en elle aussi cette agressivité et cette colère, comme on l'a tous, en tout cas je pense, mais qui doit réussir à justement la faire jaillir. C'est deux cas très différents, puisque quelque part c'est des cas qui sont diamétralement opposés. Et donc si on continue, l'idée en fait derrière ceux qui pensent qu'on peut canaliser la colère dans le sport de combat, c'est comme disait Stéphane Edouard, cette idée de l'arrosoir, comme si en fait la colère était emprisonnée dans une sorte de réservoir, et que à force de la décharger, le réservoir s'épuise. Or, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah non, c'est pas ça, puisque la colère est aussi un mécanisme en fait. Donc en fait, le mécanisme ne peut pas vraiment changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre conscience de ce mécanisme et du coup après faire des choix en conscience. Alors ceci dit, j'apporte quand même un bémol parce qu'il y a quand même un autre phénomène qui est qu'à un moment donné, la fatigue physique fait que on se calme. Et c'est-à-dire que quand vous êtes, même si vous êtes dans une énergie de colère, le fait d'aller chercher une dépense physique extrêmement intense va faire que vous allez peut-être arriver dans un épuisement qui fait qu'à un moment donné, la colère perd son emprise. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui lâche. Je pense qu'à un moment donné, quand vous avez vraiment libéré toute la colère dont votre corps était capable à un instant T, c'est-à-dire que vous êtes vraiment allé dans un épuisement, si vous restez connecté à cette colère, à un moment donné, vous allez arriver à l'émotion qui est derrière, puisque derrière la colère, il y a toujours une tristesse. Donc je pense qu'en ce sens, il peut y avoir une forme de plus ou moins de thérapie ou de prise de conscience qui s'opère dans un moment comme ça, mais c'est pas sûr que ça se produise et c'est différent de l'idée que se font les gens en fait de l'artiste martial ou du gars qui fait des sports de combat et qui a cette espèce de maîtrise de lui-même, etc. En fait, si vous n'avez pas d'agressivité, vous pouvez pas faire de sport de combat et vous ne pouvez pas, en tout cas, faire de compétition, arriver à monter les niveaux, etc. À un moment donné, il y a forcément une forme d'agressivité et de violence qui s'exprime. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En gros, il y a deux sortes d'hommes violents. Il y a la personne qui est violente et du coup, ça va se manifester dans sa vie de tous les jours et dans le ring. Et puis il y a des gens qui ne sont pas, on va dire, violents, mais qui savent aller puiser dans ces énergies guerrières de violence, etc. Parce que voilà, c'est aussi en eux et ils arrivent à l'exprimer au niveau de leur boxe dans le ring, mais à l'extérieur du ring, ce ne sont pas des gens particulièrement violents. Mais donc tout ça, c'est plus une affaire de personnalité et de chemin personnel que vraiment de discipline et de pratique sportive. J'espère que c'est clair et que je ne me contredis pas. Je pourrais prendre un exemple peut-être à l'opposé, c'est l'exemple du calme et du tai chi. Parce que, bon, comme j'ai aussi beaucoup pratiqué le tai chi, souvent les gens me disent ah bah alors tu dois être quelqu'un de très zen, de très calme, etc. Donc c'est pareil, c'est du même acabit, c'est la même illusion, la même fausse conception. C'est pas parce que je fais du tai chi que je suis quelqu'un de calme et de zen, etc. Oui, je suis calme, je suis zen pendant que je fais du tai chi, donc pendant ma pratique, bien entendu, à ce moment-là, parce que je suis focalisé là-dessus et comme c'est une pratique où il faut être très détendu, bah, je le suis à ce moment-là. Mais c'est pas pour ça que les effets continuent d'agir une fois la pratique terminée. D'ailleurs, lorsque vous êtes finalement arrivé au terme de votre colère et que quelque part peut-être vous avez fait le travail nécessaire pour avoir pris conscience de son origine ou de ce qu'elle vous apportait ou en quoi elle vous handicapait, etc. Enfin, quand vous êtes allé suffisamment loin, je pense, dans une forme d'introspection et que vous avez peut-être, ou sur un chemin spirituel,
en fait, la volonté de combattre, normalement, devrait également vous quitter. Et donc là, je parlerai de mon ami Tom Duquesnoy, qui m'avait dit un jour, alors je ne sais pas si c'est exactement en ces termes, mais quelque chose du type j'ai arrêté de combattre en fait le jour où où j'ai trouvé la paix intérieure. Donc c'est pour revenir à cette idée de colère, de canaliser la colère et maîtriser sa colère, etc. En fait, le jour où votre colère elle est vraiment maîtrisée, en fait, vous allez arrêter de combattre. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez conserver un amour de la discipline et de la technique et de la beauté du geste, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je crois. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions dans vos commentaires, ça serait très intéressant. N'hésitez pas également à aller voir le travail de Stéphane Edouard, qui produit des réflexions sur la sociologie, sur la société, la psychologie et surtout les rapports hommes-femmes et par extension les rapports humains, qui sont très intéressants. Pensez à aller faire un tour aussi sur thezenboxer.com, puisque là j'ai un petit peu bossé sur mon site pour permettre de proposer des différentes sortes de produits. J'ai notamment ouvert une section livres dans laquelle j'ai mis tous les livres qui sont dans ma bibliothèque d'arts martiaux. J'ai obtenu aussi des codes promo sur les programmes de Jeff Chan, et puis voilà, j'aimerais en obtenir d'autres avec d'autres grands champions, grands boxeurs qui proposent aussi des programmes d'entraînement, jusqu'au jour où peut-être je proposerai le mien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.